Je vous donne 2 alternatives. La première, toute votre vie, vous serez vu comme quelqu'un de plus intelligent que vous n'êtes vraiment. La deuxième, toute votre vie, vous serez vu comme quelqu'un de moins intelligent que vous n'êtes vraiment. Laquelle de ces 2 options choisissez-vous ? Vous êtes certainement poussé à choisir la première, parce que quand on est plus intelligent, en tout cas quand on est vu comme tel, c'est plus valorisant. On se dit qu'on aura plus d'opportunités parce qu'évidemment personne ne veut promouvoir le débile de service. On se dit aussi qu'on pourra gagner plus d'argent puisque quand on est mieux perçu, on peut atteindre des postes plus importants et puis aussi on peut recevoir des opportunités de notre réseau qui se sent en confiance avec nous. Et puis enfin, allant avec le réseau, c'est bien sûr la réputation qui va être améliorée parce que quand on est intelligent, tout le monde est attiré vers nos qualités. Mon but d'ici la fin de cet épisode, c'est de vous convaincre de l'inverse, vous convaincre de choisir que vous préféreriez être vu comme quelqu'un de moins intelligent que vous n'êtes vraiment. Bienvenue, ici Lucien Roy, vous écoutez Pouvoir et Influence, le podcast du premier dimanche du mois, pour aller au bout de vos ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Ce mois-ci, je me suis retourné les méninges pour vous, puisqu'on a affaire à une loi, à l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude d'apprendre. Cherche à paraître plus bête que tu n'es. Et oui, vous l'avez bien compris, ce 21e épisode de la série 48, issu du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, va faire en sorte que vous paraissiez plus mauvais que vous ne l'êtes réellement. Dans une société où l'image est au centre, où Instagram dicte les vies des jeunes comme des plus vieux, ça paraît un petit peu difficile. Nous nous pencherons donc sur la question en 2 temps. Premièrement, quel est l'intérêt de cacher votre jeu ? Et deuxièmement, comment faire alors qu'on a appris à se mettre en valeur en permanence pour la diminuer sans paraître non plus pour quelqu'un qui est complètement bancal et qui n'a aucune qualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien sûr le moment de vous rappeler de mettre une note 5 étoiles au podcast Pouvoir et Influence pour m'encourager à continuer et aussi faire connaître ce podcast et permettre à ceux qui le méritent de devenir plus influents. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette première partie, l'art de cacher son jeu est-il has-been ? On voit bien l'idée derrière le fait de cacher son jeu, on visualise tout de suite les courtisans à la cour de Louis XIV qui font en sorte de paraître plus ou moins beaux, tout simplement pour gagner en pouvoir, mais est-ce encore vraiment actuel ? On va répondre à cette question en 2 temps, premièrement en se demandant pourquoi il est naturellement difficile de se montrer plus faible, et deuxièmement en quoi les ressorts de la nature humaine rendent l'art de cacher son jeu presque indispensable. Commençons donc par la difficulté de se montrer plus faible. On le comprend très rapidement en observant la nature. Dans la nature, le plus fort survit. C'est ce qu'on a appelé la sélection naturelle, et la sélection naturelle se fait même au détriment du plus faible, parce que le plus faible meurt. Et on le voit très bien aussi dans les sociétés humaines. Quand on visionne un documentaire sur le harcèlement scolaire, on sait tout de suite de quel côté on a envie d'être, en tout cas, certainement pas de celui qui se fait harceler. Peut-être que pour notre bonne conscience, on ne veut pas être non plus dans la peau de ce méchant harceleur, mais en tout cas, s'il y a un rôle qu'on veut éviter à tout prix, c'est bien sûr celui de la victime. Et au-delà de cet exemple issu des premières années de notre vie sociale, même quand on rentre dans la vraie vie, on finit par s'en rendre compte. Dans la société, c'est pareil, le faible est arnaqué, il est malmené. À qui, à votre avis, est-ce qu'on vend les fenêtres 12 fois plus cher qu'aux autres ? C'est pas au mec qui a 20 ans de métier, c'est à la petite étudiante qui vient de s'installer et à qui on a cassé un carreau parce que je ne sais pas quoi est rentré en collision avec. Vous voyez, le faible est agressé et en plus il est mal vu. C'est lui le pigeon, c'est lui le dindon de la farce, c'est sur son dos qu'on va raconter des histoires pendant les soirées entre amis. Donc très tôt, notre éducation, pour nous permettre de nous préparer à cette vie, à cette vraie vie, nous explique comment procéder et nous éduque pour, surtout, ne pas paraître faible. La qualité nécessaire, c'est de ne pas passer pour un idiot, parce que l'idiot est arnaqué. L'idiot est celui de qui tout le monde se moque. On le voit dans le dîner de cons à un stade extrême. On veut faire en sorte que le con ne se rende même pas compte qu'il est con. Donc très tôt, nos parents choisissent de nous éduquer pour qu'on puisse montrer notre intelligence et de cette manière, ils cherchent à nous récompenser pour ça ou à nous stigmatiser quand on n'est pas assez intelligent, quand on n'a pas été assez malin, quand on s'est fait avoir. Et c'est comme ça, dans les premières années de notre vie et dans toute la suite de notre enfance, qu'on construit notre identité. On comprend rapidement qu'être intelligent, c'est être apprécié. Et on comprend également que quand on est apprécié, on obtient les avantages qui vont avec. Par exemple,
un bon salaire, par exemple être invité aux soirées, par exemple être valorisé par les personnes qui sont autour de nous, on comprend que l'obtention de ces avantages passe par l'intelligence, mais aussi par le fait de le montrer. Combien de fois est-ce que vous avez déjà entendu un parent agacé dire de son enfant « Je sais qu'il connaissait la réponse, mais il ne l'a pas dite ». On voit là le parent qui se dit que son enfant a manqué une occasion de se valoriser. Et je pense qu'on comprend également très bien cela avec un exemple assez parlant, c'est l'exemple du geek timide. Je pense qu'on a tous eu un geek timide dans notre classe à un moment ou un autre dans notre scolarité. C'est quelqu'un qui généralement est passionné, quelqu'un qui généralement est même très intelligent et parfois largement au-dessus de la moyenne, mais il est dans l'ombre. Toutes ses qualités restent cachées, il ne bénéficie pas de toute l'aura qu'il pourrait avoir s'il les mettait au service de montrer son intelligence. Après cet exposé, on peut avoir tendance à se dire que finalement, montrer son intelligence n'est que superficiel et que ça n'aura pas un réel impact sur le bonheur de chaque personne. Détrompez-vous. Quand on est enfant et même plus tard, on a tout intérêt à avoir des professeurs et des gens autour de nous qui croient en nous. Sans personne pour croire en nous, on se retrouve démunis, on se retrouve freiné dans nos projets et on ne peut rien réaliser. C'est ce que les scientifiques ont appelé du nom de l'auteur l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est que quand quelqu'un croit en un enfant, en l'occurrence les expériences étaient faites sur des enfants, quand un professeur croit en un enfant, qu'il se dit qu'il est intelligent, qu'il est meilleur que la moyenne et qu'il va avoir un grand destin, eh bien forcément, ce professeur va favoriser cet élève. Il ne va pas le favoriser en lui donnant des bonnes notes, il va le favoriser en lui donnant une deuxième chance. Il va le favoriser en faisant en sorte qu'il puisse comprendre et qu'il puisse aller au bout de son potentiel. Donc retenez bien une chose, si vous voulez progresser, entourez-vous de gens qui croient en vous. Et là, vous pourriez vous dire, ah, ça tombe bien, pour avoir des gens qui croient en moi autour de moi, il faut surtout que je leur montre comment être intelligent. Et vous feriez comme ça la bonne suite de votre enfance, où on apprend à être un pan qui montre tous ses atouts. Dans le monde de l'école, quand on est jeune, on a l'illusion du mérite, issu de la connaissance et du talent. Si on a du talent et on montre ce qu'on sait, on est assuré d'avoir du succès. Le problème, et on y vient maintenant, c'est que ça ne prend pas en compte les aspects psychologiques, les guerres d'ego et de pouvoir qui interviennent après. Bien sûr, dans notre jeunesse, on a également connu des guerres de clans, des équipes qui se montaient les unes contre les autres. Simplement, ça n'a rien à voir avec les conséquences qu'on verra plus tard. Je pense que vous avez déjà entendu parler de chefs qui sont entourés de béné-oui-oui ridicules, qui sont simplement là pour confirmer tout ce qu'il dit et surtout ne jamais lui marcher sur les pieds. Ça montre bien à quel point parfois paraître idiot peut être assez utile. Néanmoins, je ne suis pas sûr que vous souhaitiez être un supporter d'un chef stupide et arrogant, mais on va voir que ne pas montrer votre intelligence et cacher votre jeu va avoir bien d'autres intérêts. Après ce qu'on vient de dire, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on apprend aux enfants à paraître plus intelligents qu'ils ne le sont réellement, à montrer leurs atouts, alors que finalement, plus tard, ce sera problématique. En réalité, comme je vous l'ai dit, on a un premier argument avec l'effet Pygmalion pour nous dire que paraître plus intelligent quand on est enfant, quand on est jeune, quand on est encore tout vert et qu'on a tant à apprendre, c'est quelque chose de positif puisque les professeurs seront plus à même de nous apprendre et de nous aider. Et en plus, il y a un autre avantage, c'est que quand on est enfant, on ne rentre pas dans les guerres de pouvoir, simplement parce que les adultes se sentent tellement hauts, se sentent tellement au-dessus de nous, qu'ils ne sont pas menacés, et ainsi, on est épargné. Le seul risque qu'on a quand on est enfant et qu'on se la joue un petit peu, c'est d'être traité de crâneur. Mais celui qui montre ses qualités ne risque finalement pas grand-chose d'autre que ça. Il ne risque pas de se faire écraser, de se faire mettre au placard, ou d'avoir sa carrière mise en péril par un supérieur vexé. Ce qui rend la situation dangereuse quand on vieillit et quand on commence à représenter une menace, c'est que tout le monde se valorise sur son intelligence et qu'on a au fond de nous un sentiment de supériorité. Et à partir du moment où on représente une menace, à partir du moment où on représente une concurrence sérieuse, on risque de fâcher les autres. Si on montre trop de talent, on va inévitablement marcher sur les pieds de notre maître. Et pour ça, je vous renvoie au tout premier épisode de la série 48, c'est « Ne faites jamais d'ombre à votre maître », vous comprendrez tout de suite la douleur de marcher sur les pieds de la mauvaise personne. À retenir de cette entrée en matière, on nous apprend toute notre enfance à valoriser notre intelligence. On veut la montrer et faire bonne figure.
Parce qu'on le sait, ce qui compte, c'est la première impression. Et ça a été montré et remontré encore et encore, et notamment par le scientifique, le psychologue Daniel Kahneman dans son livre Système 1, Système 2. Vous aurez tous les détails que vous voulez savoir sur la psychologie comportementale et sur ces raccourcis mentaux que nous faisons, sur ces raisonnements un peu trop rapides basés sur des stéréotypes qui font qu'on se base uniquement sur les apparences. Et évidemment, on n'aime pas reculer, on n'aime pas être vu comme une proie, on préfère être vu comme un prédateur, et donc notre ego, qui n'est pas rationnel, choisit toujours la voie la plus confortable à court terme, la voie de la supériorité, la voie de montrer de quoi on est capable, de montrer nos muscles. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que qui rira bien, rira le dernier. Effectivement, peut-être que montrer sa force à court terme a des intérêts, néanmoins, nous allons voir tout de suite l'efficacité et tout ce que vous allez pouvoir gagner avec l'art de la stupidité. Toutes les raisons que je viens d'évoquer, qui font qu'il est difficile de se faire passer pour moins intelligent qu'on est réellement, rendent la stratégie dont nous allons parler bien plus efficace. Tous les êtres humains se comparent 24 heures sur 24. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est de se sentir supérieur. On se vante des bonnes leçons qu'on a données ou de la stupidité de notre interlocuteur. On dit « Ah, ces clients, qu'est-ce qu'ils font ?» Tout ça pour dire que nous, on est bien mieux. On a l'impression d'être dans un dîner de cons permanent et de pointer du doigt toutes les imperfections des autres pour montrer à quel point nous, on a bien plus de qualité et on est bien meilleur. Paraître moins intelligent, c'est donc nourrir l'ego. Pas notre ego, mais l'ego de notre interlocuteur. Parce que lui aussi est dans cette recherche. Dans cette recherche de montrer qu'il est plus fort. Et si vous lui donnez l'opportunité de le faire, de se sentir supérieur, il sera alors dans sa zone de confort, il sera à l'aise. Vous pourrez ainsi bien plus facilement le manipuler. Il sera moins vigilant et votre liberté d'action ne sera qu'augmentée. En plus de cette entrée en matière, j'ai envie de vous donner 5 avantages très importants de vous montrer moins intelligent que vous n'êtes réellement. Le premier, c'est que vous allez pouvoir prendre par surprise. On ne se méfie pas du con ou du rustre. Le proverbe chinois dit « Déguise-toi en cochon pour tuer le tigre ». On raconte que cette citation vient de l'époque ancestrale chinoise où on cherchait à chasser des tigres, et pour ça, un des chasseurs se dévouait pour se déguiser en cochon. La façon de se déplacer, donc il mettait sur lui une peau de porc, et il se déplaçait exactement comme lui. Le tigre ne se méfiait absolument pas. Au contraire, il était ravi de voir son casse-croûte s'approcher, avant de se rendre compte qu'il avait une lance, peut-être un arc et des flèches, et que c'est lui qui allait mourir. C'est exactement la même chose dans nos relations sociales. Quand on a affaire à une personne qui paraît très intelligente et qui paraît largement supérieure à la moyenne, si elle est dans le camp d'en face, on va naturellement se méfier, se demander quelles sont les manigances qu'elle pourrait mettre en place. Si à l'inverse, on se retrouve en face du pire con qu'on n'a jamais vu, jamais on ne se doutera qu'il pourrait manigancer, qu'il pourrait faire des choses dans notre dos et chercher à nous avoir. Ce manque de vigilance pourrait nous faire courir à notre perte, et c'est exactement cela que vous voulez provoquer chez vos ennemis. Le deuxième avantage, c'est que vous affaiblissez vos adversaires. J'ai commencé à en parler, quand on donne l'impression à l'adversaire qu'on n'est pas au niveau, il s'entraîne moins, il est moins encouragé, et on le voit tous les jours en sport. Qu'est-ce qui se passe quand un outsider gagne ? Qu'est-ce qui se passe quand l'en avant Guingamp gagnait pour la première fois ses grands matchs ? Simplement, les autres l'ont sous-estimé. Les autres se sont dit, bon, franchement, ceux-là, ils en valent pas la peine. Eux, on va en faire qu'une seule bouchée. Résultat, on finit éliminé. Troisième avantage de se montrer moins intelligent qu'on est réellement, c'est que ça augmente votre liberté de manigance. J'en ai déjà parlé également, mais la naïveté sort des situations embarrassantes. À chaque fois, vous pourrez prétexter une forme de stupidité pour déguiser vos actions. Je pense qu'on a déjà tous fait le coup à un contrôleur disant « Ah oui, ah mince, j'ai oublié mon ticket, oh là là, je m'en étais pas rendu compte ». Ou alors, si vous savez que, je sais pas, vous avez un phare en panne sur votre voiture et que, pas de bol, les gendarmes vous arrêtent alors que vous avez prévu d'aller au garage la semaine d'après, vous n'allez pas dire aux gendarmes « Ah oui, bah c'est vrai, je m'en étais rendu compte, et du coup, j'avais calculé, et j'avais décidé que j'allais aller la semaine prochaine au garage. » Parce que là, vous prenez le gendarme pour un con.
Il dit ok, si vous le saviez, pourquoi est-ce que vous roulez avec votre voiture endommagée ? Peut-être que vous allez prendre une amende. Alors que si vous dites oh là là, mais dis donc, je suis outré, j'aurais aimé être bien plus en sécurité, c'est une catastrophe, il faut absolument que j'aille au garage, merci de m'avoir prévenu. Vous mettez l'autre sur un piédestal. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de jouer autant que je viens de le faire, mais vous comprenez bien que quand une personne se met naturellement en dessous de nous, il n'y a rien à combattre. Le policier qui voudrait essayer de faire une sorte de lutte d'ego n'a rien pour se saisir. Il ne peut pas vous frapper puisque vous êtes déjà tellement en dessous. On ne frappe pas un suppliant à genoux. L'avantage suivant, c'est que vous pourrez réellement jouer le rôle de l'espion. On a parlé déjà dans un épisode précédent de la série 48, je ne me rappelle plus le numéro, mais c'est quelque chose du genre agit comme un ami, pose comme un ami, agit comme un espion. C'est quelque chose de ce genre-là, alors je crois qu'on l'a déjà fait, et je vous invite pour ça à regarder la liste des épisodes. Vous allez vous rendre compte que avoir des informations n'est pas forcément quelque chose d'aisé, puisque naturellement, on se méfie. Naturellement, vous n'allez pas connaître les chiffres secrets de la personne que vous venez de rencontrer dès le premier rendez-vous. Par contre, à force de paraître un petit peu naïf, à force de paraître un petit peu fragile, voire même stupide, vous allez nouer de meilleures relations. Vous allez faire en sorte que les gens ne soient pas sur leur garde et vous donnent des informations parce qu'ils ne sont pas sur le qui-vive, des informations confidentielles qu'ils n'auraient données à personne d'autre, en tout cas, personne d'autre de plus intelligent que vous. Enfin, c'est ce qu'ils penseront. Alors attention, je tiens quand même à émettre une réserve, le but n'est pas de passer pour le plus gros débile du coin, c'est pas de passer pour le gros lourdeau qui va tout casser, c'est de passer pour suffisamment bête pour ne pas être dangereux, mais suffisamment approprié pour qu'on ait envie d'être avec vous, et suffisamment sympathique également. Il ne faut pas tout mélanger, stupidité n'est pas agressivité, être désagréable ou mauvaise manière, c'est des choses très différentes. Le cinquième avantage que vous aurez à paraître plus stupide, c'est que vous ne serez jamais attaqué. À qui est-ce qu'on s'attaque ? Est-ce qu'on s'attaque aux plus faibles ? Ou est-ce qu'on s'attaque à la vraie force en présence ? Est-ce que les Américains, s'ils étaient en guerre contre la Russie, s'attaqueraient à je ne sais quel pays au fin fond de l'Afrique ? Ou est-ce qu'ils souhaiteraient attaquer un pays plus proche, un pays plus puissant, un pays plus symbolique ? Quand vous ne représentez rien, quand vous n'êtes ni un symbole ni une puissance, vous risquez bien moins d'être abîmé par la guerre et les conflits. Pour terminer cette partie dans laquelle on a bien compris les avantages de paraître plus bête que vous ne l'êtes réellement, j'ai envie de vous confier la suite du secret. La suite du secret du jour, c'est que tout cela va bien au-delà de l'intelligence. En fait, ce qu'on fait depuis le début, c'est d'apprendre à nourrir l'ego de l'autre. Pour ça, il faut savoir décrypter ce qu'il veut. Paraître intelligent est quelque chose d'assez universel, et c'est pour ça qu'en paraissant moins intelligent, vous risquez assez peu de faire des faux pas. Néanmoins, vous découvrirez que chaque personne se valorise différemment. Chaque personne a des manières différentes de se sentir elle-même, de se sentir puissante. Pour certains, ça peut être le bon goût et la sophistication. Regardez à quel point les gens sont heureux de vous raconter tout ce qu'ils savent sur le nouveau tableau entré au Louvre ou sur la nouvelle exposition. Regardez ces fans d'art contemporain qui vous racontent que oh là là, c'est absolument fantastique alors que vous ne voyez qu'un point noir sur un fond blanc. On peut également jouer sur la qualité de celui qui boit le plus, de la virilité, de celui qui pourra boire le plus de shots avant de tomber par terre. C'est un autre cercle, c'est une autre ambiance, mais vous voyez bien que, en fonction de là où vous êtes, les qualités qui prouvent que vous êtes meilleur que les autres ne sont pas les mêmes. Pour certains autres, ce sera le style de vie sain. Vous savez, toutes ces personnes qui postent sur Instagram à longueur de journée qu'ils viennent de manger des pois chiches au quinoa. Pour eux, si vous leur montrez que vous êtes encore plus sain qu'eux, ça risque de les heurter. Au contraire, montrez-leur que, oui, moi je ne peux pas résister à quelques excès, je ne suis pas aussi bon ni aussi sain que toi. Un autre genre de succès dans des cercles peut-être plus masculins que féminins, c'est le succès en séduction. Ah oui, vous savez, moi je couche avec tout ce qui bouge, je couche avec toutes celles qui passent, et je suis absolument génial, tellement je suis un grand séducteur. Voilà une autre manière de se valoriser, et donc de, pour vous, valoriser l'autre. Ensuite, on pourrait avoir dans des cercles plus commerciaux, la personne qui a le plus gros portefeuille client. Et oui, moi j'ai les plus gros dossiers, j'ai tous les milliardaires de la place, et toi, qu'est-ce que tu as ? Dans ce cas-là, parlez simplement de petits dossiers. Parlez de choses qui sont plus futiles et qui vont faire gonfler l'ego des autres en se disant « Ah, lui, il a que des dossiers qui sont tout petits, alors que moi, j'ai beaucoup mieux que ça. »
Et puis enfin, je pourrais citer une dernière manière de se valoriser, mais évidemment, vous l'avez compris, vous pouvez en trouver une infinité. Chaque personne a ses points et ses boutons d'action qui vont permettre de gonfler son ego. Mais ça pourrait être le meilleur accès à des fêtes exclusives dans Paris, dans des petits restaurants cachés par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut trouver la qualité par laquelle la personne, votre cible, se valorise, et ensuite l'aider. Et ensuite l'aider à gonfler cette qualité en se disant « Mais oui, je suis absolument fantastique et cette qualité compte et me permet de me définir. » Attention cependant, si je vous dis de jouer plus de downplay, parce que les Américains disent ça, mais de faire semblant d'être moins bon que vous n'êtes réellement, je dis bien ça et pas de complimenter l'autre personne. Pourquoi ? Je pense que l'avoir déjà dit dans un précédent épisode, les compliments tombent mais ne grimpent pas. Si un illustre inconnu vous donne des félicitations sur votre manière de jouer du piano, vous vous direz peut-être que bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là à me féliciter ? En revanche, si le dernier pianiste tendance, très grand musicien, qui sait absolument tout faire sur le bout des doigts et qui est votre légende, votre héros, vous dit « Waouh, je suis impressionné par ce que t'as fait », bah là tout d'un coup vous serez vraiment charmé. Mais vous voyez bien la différence de statut. Le compliment qui grimpe, c'est le compliment suspect. C'est le compliment de celui qui est moins bon que vous et qui cherche à vous complimenter, mais vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire parce que je n'ai pas besoin de sa validation ?» Presque le fait qu'il pense qu'il puisse me valider est insultant. En revanche, quand vous êtes au-dessus, complimenter fait très plaisir. Donc si je vous dis de ne pas complimenter, c'est pour deux raisons. La première, c'est que si vous complimentez bien, ça veut dire que vous êtes au-dessus. Et donc, vous ne pouvez pas forcément vous dévaloriser autant. Et la deuxième raison, c'est que si vous complimentez mal, vous passerez pour un petit arrogant que tout le monde déteste. En conclusion de cette grande première partie, ne menacez jamais votre interlocuteur, surtout s'il a du pouvoir. En plus, ce sera tout bénef. Parce que s'il remarque que vous êtes modeste, vous montrez d'autant plus dans son estime. Ce sera une preuve d'élégance, de sophistication. C'est un petit peu la différence entre une Aston Martin grise, mais d'un gris très profond, et la Lamborghini verte que tous les derniers influenceurs souhaitent se payer. Avant de rentrer dans les conseils pratiques et même la recette pour pouvoir paraître moins intelligent que vous n'êtes réellement, je sais c'est bizarre de dire qu'on veut une recette pour paraître moins intelligent, mais on l'a vu, c'est absolument indispensable. Je vous rappelle, comme d'habitude, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme de votre choix. En particulier si vous êtes sur iTunes, c'est absolument quelque chose d'essentiel pour permettre de faire connaître le podcast, de donner votre avis, et puis que les gens puissent découvrir ce qu'est pouvoir et influence, et puissent eux-mêmes gagner en influence dans leurs projets pour pouvoir aller au bout de leurs ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. On rentre maintenant de plein pied dans cette deuxième partie, comment faire concrètement pour montrer que vous êtes moins intelligent que les autres. Dès la lecture du titre de cette partie, j'ai tout de suite pensé à Nabila. Oui, je parle bien de cette femme refaite dans tous les sens, qui paraît complètement potiche et qui fait des mèmes sur internet parce qu'on la trouve un peu débile. Mais regardons-la un peu de plus près. Celle qui paraît complètement demeurée a tout de même construit un empire entier derrière elle. Elle est aujourd'hui, avec sa mère et sa sœur, l'une des femmes les plus riches du monde. Personnellement, ça m'évoque surtout beaucoup d'admiration, parce que pour être aussi bête et faire autant d'argent, il faut avoir fait semblant. Et personnellement, je pense que j'aurais beaucoup de mal à faire ça, rien que pour mon image personnelle. Projetez-vous un instant, est-ce que vous souhaiteriez tout le reste de votre vie qu'à chaque fois que quelqu'un vous croise, ils se disent « Ah bah voilà, encore ce débile-là » Donc chapeau bas, Miss Nabila, maintenant à nous de jouer, comment faire, quelle est la recette de cuisine pour paraître moins intelligent qu'on est réellement, tout ça avec subtilité évidemment, parce qu'on ne souhaite pas non plus passer pour la personne infréquentable qui met le bazar partout où elle passe. Donc j'ai découpé cette partie en étapes concrètes, exactement comme une recette de cuisine, pour vous permettre de la suivre étape par étape, et le but c'est que vous compreniez l'idée progressive qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas arriver au dernier stade, à la maîtrise ultime de votre propre stupidité, si vous ne faites pas le travail premier, le travail de la toute première étape, qui est le travail personnel sur l'ego. On l'a vu,
c'est très difficile de paraître moins bon qu'on est réellement parce qu'on nous a toujours appris à être valorisé et puis on sait très bien nous-mêmes que dès qu'on raconte une bonne nouvelle, dès qu'on montre notre personnalité sous son meilleur jour, on est récompensé, les autres nous applaudissent, nous acclament et même si dans notre dos ils ne sont pas forcément très contents ni très fiers, on sent une sorte de chaleur humaine, une sorte de succès extérieur qu'on vient de générer. Je pense que le premier travail passe donc par l'ego. On connaît tous des personnes qui ont un ego un petit peu trop faible, c'est le cas de tous ceux qui ont un besoin incessant de se valoriser, d'être au centre de l'attention et toujours de montrer à quel point ils sont fantastiques. Ce sont ce genre de personnes qui sont insupportables parce qu'elles sont des pans et qu'à chaque instant de leur quotidien, elles cherchent à voler la lumière aux autres. Faites l'inverse. Soyez un miroir, une personne qui reflète et qui redonne toute la lumière aux autres, mais pour ça, pour accepter d'être un miroir, pour que votre inconscient l'accepte et se dise « c'est bon, je peux le faire », il faut commencer par un travail sur l'ego pour vous permettre d'être à l'aise avec ça, pour vous permettre de ne pas avoir besoin de cette validation constante qui nourrit ceux qui manquent de prestance. Nous ne sommes pas là dans une émission de développement personnel, mais je souhaite vous donner quelques clés issues de mon expérience de coaching pour vous permettre de travailler sur votre ego. La première chose que je vous souhaite de faire avancer, c'est votre connaissance de vous-même. Se connaître soi-même, c'est connaître sa valeur, c'est avoir confiance en qui on est, et c'est ne pas avoir besoin finalement, ou en tout cas de moins en moins avoir besoin de l'extérieur pour nous définir. Pour ça, mon exercice favori, et l'exercice favori de beaucoup, qui est pratiqué depuis l'Antiquité, peut-être même avant, c'est l'écriture d'un journal. Oui, je parle bien du journal, comme les petites filles qui racontent leurs histoires d'amour dans un carnet rose avec un petit cadenas en forme de cœur. Mais vous pouvez quand même le faire différemment. Vous pouvez chaque soir vous faire un petit feedback sur la journée, vous dire tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et qui a retenu mon attention. Vous verrez ainsi que chaque jour, vous aurez plus de conscience de ce que vous faites, chaque jour vous vous connaîtrez mieux, vous pourrez vous améliorer graduellement et savoir ce que vous valez. Donc je vous encourage vivement à écrire votre journal. J'en suis, je pense, au 16e ou 17e carnet de plus de 100 pages rempli à force de pensées quotidiennes et c'est peut-être l'exercice que j'ai le plus appliqué depuis le début. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler sur votre image de vous-même pour diminuer l'importance de l'extérieur sur votre définition de la valeur personnelle. Votre valeur personnelle, c'est finalement, qu'est-ce que vous valez ? Si on devait vous vendre ou vous acheter, combien est-ce qu'on payerait ? Alors évidemment, on ne se pose jamais la question dans ces termes-là, mais chaque personne se dit, tiens, qu'est-ce que je vaux au fond ? Est-ce que j'en vaux la peine ? Est-ce que j'ai le mérite ? Est-ce que je peux prétendre aux choses ou pas ? Les personnes insécures dont nous avons parlé tout à l'heure ont un besoin constant de validation pour que leur image d'elle-même soit nourrie de l'extérieur. En revanche, quand quelqu'un les critiquera, elles seront complètement détruites. Je vais vous donner un exemple concret d'une manière de transformer votre image de vous-même, un exercice que je donne régulièrement en coaching parce que c'est l'un des plus transformateurs et peut-être aussi l'un des plus difficiles. À un moment, dans votre journée, dans la soirée ou peut-être le week-end, en tout cas la semaine prochaine, prenez un instant pour faire des choses complètement bizarres. Ça peut être, si vous habitez à Paris, se mettre à crier dans la rue, ou se mettre à taper des mains, ou se mettre à chanter. Pourquoi pas ? Ou mettre, faire des roues sur le parvis de la Tour Eiffel, c'est aussi une très très bonne idée. Vous vous rendrez simplement compte que tout le monde est tellement préoccupé par ses pas, par sa vie, par ses préoccupations, que vous serez invisible. Vous aurez franchi la barrière sociale qui vous empêche pourtant chaque jour de demander un supplément au restaurant, de changer votre plat parce que vous n'êtes pas content. Et vous vous rendrez compte que le fait d'avoir traversé cette barrière, qui nous retient tous, n'a eu aucune conséquence. C'est quelque chose de très fort qui vous permet de prendre confiance de votre capacité d'action et aussi de vous détacher peu à peu de ce regard qui nous pèse tant. Ensuite, pour d'autres exercices, pour des compléments d'information, je vous invite évidemment à rechercher de votre côté le chemin qui vous plaira pour vous connaître mieux et travailler sur votre ego. Passons donc à la deuxième étape de notre recette de cuisine, c'est votre état d'esprit de joueur et d'amusement. Quand on joue, on s'autorise tout. C'est pas la vraie vie. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de pression sociale. Mais est-ce que finalement c'est vraiment différent dans la vie ?
Est-ce qu'il y a vraiment besoin de sérieux dans la vie ? Je sais pas. Peut-être que vous croyez qu'il y en a besoin, mais certaines personnes pensent certainement l'inverse. Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences ? Je pense qu'en France, les conséquences sont de manière générale assez faibles. Si vous ne travaillez pas et que vous gagnez $1,50 par jour, le lendemain vous mourrez de faim. Alors qu'en France, vous perdez votre travail, vous êtes au chômage pendant 18 mois. Donc on est quand même sur des niveaux de conséquences très différents. Peut-être que le fait d'être au chômage détruira l'image que vous avez de vous-même. À ce moment-là, je vous renvoie à la première étape, celle de l'ego, celle de savoir qu'est-ce qui vous définit vraiment et là où vous souhaitez aller. Ensuite, on a aussi une certaine pression des résultats, mais c'est une pression qu'on se met tout seul. C'est une pression qui ne vient de nulle part. Si demain vous décidez de tout plaquer pour vivre en ermite, je veux dire, la pression de votre famille, vous ne l'aurez plus. Peut-être qu'ils vous désapprouveront, mais à ce moment-là, que faites-vous ? Que voulez-vous faire ? Décidez-vous que votre famille a l'emprise totale sur votre vie jusqu'à la fin de vos jours, ou votre voisin, ou votre boss, ou votre collègue. Est-ce que c'est vraiment ça, la vie que vous voulez vivre ? C'est une question. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit ce que je souhaite et ce que les personnes qui veulent gagner en influence souhaitent, mais libre à vous. J'ai envie de vous donner un petit exercice pour ajouter du jeu dans votre vie. C'est simplement de se demander chaque matin comment est-ce que vous allez vous amuser aujourd'hui. Peut-être que vous allez être étonné, mais peut-être que quelque chose qui vous amuse, c'est dans votre travail. Peut-être que vous allez, compter les gens qui ont une cravate dans le métro ou faire quelque chose qui vous fait rire intérieurement. Il n'y a pas besoin de vous faire rire aux éclats, simplement quelque chose qui vous amuse, une petite expérience par exemple qui pourrait enjouer votre quotidien. C'est ça qu'on cherche, c'est cette forme de légèreté, cette forme de sérieux qui disparaît et qui en même temps n'est juste pas nécessaire. L'étape suivante, celle dont vous avez absolument besoin, c'est d'avoir un sas de décompression. Parce que dans la vie, on a toujours un masque. Certains me diront « Non, moi je suis authentique. » Mon œil. Êtes-vous la même personne quand vous êtes chez vos beaux-parents, quand vous êtes autour d'une bière entre amis, quand vous êtes dans un rendez-vous amoureux ? Ou avez-vous l'impression de parler différemment, de vous comporter différemment, de ne pas faire les mêmes blagues peut-être ? Je pense que vous l'avez compris, nous sommes tous des acteurs. Être un acteur n'a rien de mauvais, nous allons d'ailleurs voir comment jouer à ça un petit peu plus dans l'étape suivante de la recette. Par contre, ça peut être épuisant. On ne peut pas jouer 24 heures sur 24. Au Japon, société très normée, encore bien plus que la nôtre, il y a même 2 mots différents pour exprimer la personnalité réelle que nous avons, la personnalité au fond de nous, la personne qu'on est vraiment, et la personnalité qu'on adopte en société, le masque. Et il y a 2 mots, alors que je ne me risquerai pas à vous prononcer, mais 2 mots différents pour décrire ces 2 faces que nous avons. Et je pense que c'est très important d'avoir un moment pour exprimer ses personnalités réelles. Parce que si on ne l'exprime jamais, on se retrouve enfermé dans le masque et on ne sait plus qui on est et on est fatigué. On est fatigué de jouer la comédie à longueur de temps. Alors quand je dis comédie, certains le verront de manière péjorative, mais attention, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Parce que jouer à la comédie, c'est justement l'étape suivante. C'est l'étape Nabila, l'étape être un acteur, l'étape jouer de toute notre personnalité. Quand on voit les grandes personnalités de ce monde, elles ont toujours un côté mystique, un côté mystérieux, haut en couleur, original. Et c'est certainement ça qui leur a permis d'arriver là où elles en sont maintenant. J'ai écouté récemment une interview de Cyril Hanouna. C'était très intéressant parce qu'il a dit une phrase qui touche exactement à ce que je viens de dire là sur Nabila. Il a dit « Je veux des gens avec des aspérités qui font réagir ». C'est bien ça le problème du petit soldat qui fait tout bien. C'est qu'il ne fait pas réagir. C'est qu'il ne donne pas d'émotion. C'est qu'il est invisible. Et pour paraître moins intelligent que vous n'êtes réellement, il faut réussir à vous mettre à ce niveau-là. Réussir à vous mettre à ce niveau de jeu où vous êtes simplement en train de vous amuser, où vous êtes en train de jouer l'acteur que vous avez envie d'être, et ça vous plaît. En plus, ça permettra à votre ego de se soigner. Ça lui permettra de lui dire, bon, on joue un peu à être moins bon, à avoir des moins bons goûts qu'on a réellement et à être moins intelligent, mais c'est un jeu, mon grand. Ne t'inquiète pas, on est toujours quand même au top du top. Parce que votre ego aussi, vous avez besoin de le valoriser exactement au même titre que les autres. Il reste encore 2 étapes à ma recette, et l'avant-dernière est donc de vous mettre dans une position inférieure par différentes manières. La première, c'est peut-être de poser des questions naïves. Poser des questions naïves qui font simplement valider
que l'autre personne en face de vous vous est supérieure. C'est une manière de lui montrer que vous vous en remettez à son expertise, même pour des choses assez basiques, parce que vous avez confiance en elle. Et ça, évidemment, être expert, tout le monde adore ça. Donc vous allez pouvoir booster son ego tout en préservant le vôtre, parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de ces valorisations-là. Alors quand je vous dis que vous n'en avez pas besoin, attention, évidemment que vous en avez besoin, mais si vous travaillez plus que les autres dessus, vous allez finalement vous rendre compte que votre définition de vous-même passe plus par vous, qui vous êtes, peut-être vos relations les plus proches, et pas par ce que pensent Pierre, Paul ou Jacques de ce que vous faites. Voilà un petit peu la nuance que je voulais apporter. Maintenant, il y a d'autres manières de paraître un petit peu naïf, de paraître un petit peu moins beau qu'on est réellement. Ça peut être un ton de voix totalement débordé au téléphone. Si quelqu'un vous maintient qu'il ne peut pas faire ce que vous avez demandé d'ici la fin de semaine, et qu'il a un ton très affirmé comme ça, et qu'il vous dit « Non monsieur, je ne peux pas faire ce que vous avez demandé », tout de suite ça vous invite à la confrontation. Tout de suite vous dites « Mais pour qui il se prend de penser que ce que j'ai lui ai demandé n'est pas assez important pour qu'il le fasse d'ici la fin de la semaine ?» Alors que si quelqu'un vous dit « Oui bonjour monsieur, oui excusez-moi, là je suis débordé, j'en peux plus, j'ai essayé de faire ce que vous vouliez », vous voyez, là les mots que j'ai utilisés sont évidemment pas des mots que vous allez vous utiliser, mais le fait de faire ces respirations, le fait d'avoir ce ton de voix, le fait d'être dans cette ambiance, dans cet état d'esprit pressé, dans cet état d'esprit qui est un petit peu dans le rush et dans la course, vous allez tout de suite parler différemment, vous retrouvez dans des situations, dans des postures différentes, et au téléphone, je vous garantis que ça s'entendra. Vous pouvez aussi l'utiliser de manière dans des réelles conversations, et vous vous rendrez compte que les gens sont bien plus sympathiques. Ils se disent « Ah bah dis donc, il est débordé, il n'est pas en train de se foutre de ma gueule avec mon projet, il ne le prend pas pour quelque chose de pas important, il a simplement 1000 autres choses à faire. » L'autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est de faire des petites erreurs d'inattention. Je mets bien des guillemets sur inattention parce qu'évidemment, si je vous dis de faire des erreurs d'inattention, c'est des erreurs que vous faites intentionnellement. Mais c'est une manière de toujours permettre aux autres de vous corriger, permettre aux autres de se sentir meilleurs. Ah oui, tiens, il a oublié quelque chose. Alors, n'allez pas non plus jusqu'à faire des erreurs qui vous discréditent totalement puisqu'on ne voudra simplement plus travailler avec vous. Mais simplement, montrer, rappeler aux autres sans arrêt qu'ils sont effectivement de bonnes personnes, qu'ils sont intelligents, qu'ils savent se mouvoir dans l'espace social. C'est quelque chose d'intéressant pour vous, puisque c'est intéressant pour eux. Ensuite, un autre élément qui est peut-être un petit peu délicat à manier, c'est de rentrer dans un stéréotype. Les stéréotypes, nous en avons parlé au début de cet épisode, sont une force très puissante de notre société, puisqu'ils viennent de toute notre éducation et de toutes nos expériences passées. On a tous une sorte de bibliothèque de stéréotypes qui fait qu'on voit les situations d'une manière ou d'une autre. Quand vous rentrez dans un stéréotype, chaque personne va anticiper votre comportement de la manière dont le stéréotype que vous représentez ferait. Donnons quelques exemples pour être plus concrets. Un stéréotype pourrait être le commercial aux dents blanches trop confiant. Je pense que vous voyez immédiatement un vendeur de voitures un petit peu arrogant et qui pue de la gueule. Ensuite, un autre stéréotype pourrait être le bon petit soldat, la personne qui est toujours un petit peu dans les jupes de sa mère, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être aussi le bon père de famille, la personne qui souhaite prendre soin des autres, qui est un petit peu paternaliste. Ou ça pourrait être l'homme impulsif et en manque d'ego, l'homme qui toujours cherchera à prouver, à montrer qu'il est le meilleur, à se dépasser, à faire des marathons, à aller toujours plus loin. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Face à ces 4 stéréotypes, je pense que vous avez imaginé, dans votre esprit, vous avez visualisé le genre de personne dont je parlais. Et si je vous donnais une situation, vous anticiperiez certainement les réactions différemment à cause des raccourcis mentaux que vous avez créés. Plus une personne rentre dans une case, plus c'est efficace. Si par exemple vous tendez un piège à un commercial trop confiant, vous vous dites « il va sauter dedans les 2 pieds dans le plat ». Si vous êtes en face d'un bon père de famille un petit peu paternaliste, menacez une des personnes de sa famille et il sera obligé de réagir. Si vous êtes face à un homme impulsif et plein d'ego, vous pourrez facilement le mener à sa perte en lui promettant une belle voiture, en le faisant sortir avec des femmes et en le prenant en photo alors qu'il est en train de tromper la sienne. Voilà, tout ça est bien sûr basé sur des clichés, mais je pense que vous avez perçu la manière d'utiliser cela. Si vous passez pour la personne un petit peu bébête de service, forcément, on va pas vous considérer de la même manière, et peut-être qu'on vous dira des choses différemment, et surtout peut-être qu'on ne vous sentira jamais menacé par vous. Mais attention, les nuances arrivent, je vous en parle juste après.
Une autre manière de vous placer en position d'infériorité, c'est une manière de raconter vos expériences. Si vous avez régulièrement des clients qui vous achètent des contrats en millions, le fait de raconter vos expériences du client qui a acheté un contrat à 200 000 d'une manière hyper impressionnée et émerveillée va faire en sorte que les autres vont se sentir supérieurs, vont se dire « il ne fait que des contrats à 100 000 ». Vous voyez un petit peu le genre. Je pense qu'à la fin de cette partie, je vous ai donné déjà beaucoup d'idées. Et maintenant, le but n'est pas de vous en donner davantage, mais de vous permettre de choisir. Parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas jouer tous les rôles à la fois. Vous ne pourrez pas non plus mettre tous les conseils en place en même temps, parce que ça finira par être bien trop dur mentalement et vous allez abandonner. Donc la question à vous poser, c'est de faire votre travail personnel d'introspection et de vous demander quel est, au fond, mon objectif et laquelle de ces méthodes va le mieux me permettre de l'atteindre. Parce que c'est toujours ça qu'il faut garder en tête, la fin, votre objectif. Tout doit être asservi à votre cause. J'en arrive maintenant, comme promis, à la nuance. Comme dans toutes les lois, les appliquer à l'extrême, c'est être un idiot fini et c'est se mettre en péril. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Quand on est tout en bas de l'échelle ou de la chaîne alimentaire, on a intérêt à montrer un petit peu son talent, parce qu'on est comme un enfant à ce moment-là. On est dans le stade où on est tellement bas que de toute façon, on est une menace pour personne. C'est le cas quand vous êtes stagiaire. Quand vous êtes stagiaire, vous avez intérêt à montrer que vous êtes bon, que vous êtes même meilleur que les autres, sans forcément non plus les écraser et en faire trop, mais juste montrer que vous avez des qualités. C'est de cette manière que vous serez repéré. Par contre, ensuite, attention, ce qui vous mène de A à B ne vous mènera pas nécessairement de B à C. Donc, après avoir montré votre talent, après avoir déroulé votre roue de Pan comme tous les enfants, il sera temps de vous montrer plus modeste. À partir du moment où vous représentez une menace potentielle, et attention, quand je dis une menace potentielle, c'est pas dans votre esprit, c'est dans l'esprit de l'autre. Et dans l'esprit de l'autre, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc à partir du moment où vous vous rapprochez du soleil, de votre chef, de votre maître, faites attention à ne pas paraître plus malin que vous n'êtes, à ne pas le dévaloriser accidentellement en montrant à quel point vous êtes brillant. Je pense que vous l'avez compris, tout est une question de subtilité. Maintenant, je pense que la meilleure manière de conclure est par une question. Êtes-vous suffisamment joueur et conscient de vos qualités pour jouer au jeu de la stupidité ? Il me reste à vous dire bonne soirée, bonne journée, bonne nuit peut-être. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles au podcast. Et à la fin du podcast, j'ai coutume de vous demander d'en parler à un ami ou à 2 amis qui mériteraient de mieux réussir, qui mériteraient de maîtriser les dynamiques sociales pour promouvoir leurs projets et leurs idées. Envoyez-leur le lien de ce podcast et dites-moi des nouvelles. C'était Pouvoir et Influence. Je vous retrouve très exactement dans un mois, le premier dimanche du mois comme d'habitude. Soyez au rendez-vous. Bye.